Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie l'association Art Urbain et Pousser Prix. Et avant de commencer, je tiens à signaler que ça, c'est déjà, entre guillemets, ma 3e distinction honorifique au cours de cette année. Toujours pour les problèmes liés au Cameroun. Ceci pour 3 projets bien différents. Et dans le cadre de mon PFE, je me suis toujours intéressé pour cette ville, pour ces pays. Avant de m'intéresser pour ces pays, je me suis d'abord permis de voir les choses sur un contexte international. Au regard de tout ce que nous traversons à l'échelle internationale, je me suis rendu compte qu'en fait, vivre autrement ou alors construire autrement est déjà au centre des préoccupations des pays développés. Mais le paradoxe contraire, mais on vit le contraire dans les pays en voie de développement, comme par exemple comme le Cameroun, où construire d'une façon moderne est de faire comme dans les pays développés. Mais par contre, ces architectures s'intègrent très mal dans le contexte social, économique et bioclimatique. Et ça marche pas, ouais. Et en fait, le Cameroun, comme je disais, aujourd'hui, les grandes métropoles comme Douala, Yaoundé sont aujourd'hui touchées par un grand problème, principalement le problème d'étalement urbain. En faisant une analyse un peu avec la ville de Paris, qui est aujourd'hui une référence à l'échelle internationale, je me suis rendu compte qu'en fait, Douala peut encore contenir le triple de sa population, contrairement en fait à ce qui est vécu sur les territoires en ce moment. Et aussi, c'est marqué par un problème qui est lié aux crises de logement, avec plus de 2 500 000 logements, soit 100 000 chaque année dans les grandes villes comme Douala, avec juste un apport de l'État qui est dans l'ordre de 10 000. Or, toute cette demande ne permet pas, tout cet apport ne permet pas à résoudre le problème. Ne permet pas de résoudre le problème du crise de logement actuel. Ce qui nous a donc permis de s'intéresser à ce problème de logement. Le site que nous avons choisi, c'est là en jaune qu'on peut voir, est situé à cheval entre 2 styles de construction. D'une part, non. Le site en jaune, comme j'ai mis là, est situé à cheval entre 2 zones. Le site, il fait 7 hectares, mais est situé à cheval entre 2 zones. D'une part, on a une architecture vers cette zone. On a une architecture un peu précaire. Cette architecture est généralement qualifiée d'architecture sans architecte. Ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Et de l'autre part, dans cette zone, on a une architecture, je peux dire, plus ou moins moderne, qui tire sa source sur la civilisation internationale, donc qui veut faire comme dans des pays développés. Et avant de faire le projet, je me suis donc intéressé à ce qui se passe dans les 2 styles d'architecture. Prochaine, s'il vous plaît. D'un côté, ce qui est appelé architecture vernaculaire, j'ai essayé de faire une analyse SWOT, un peu comme l'architecte danois Jean James, désolé pour la prononciation, où en fait j'ai essayé de faire ressortir les menaces, les forces et les faiblesses, et aussi les atouts pour dire. Et là, il faut constater que là, on a un problème de gestion des eaux, un problème de gestion des déchets, avec un style d'architecture vernaculaire et majoritairement construit en terre, en pisé, mais recouvert avec du ciment, car dans la culture locale, construit avec la terre, c'est un signe de pauvreté. Du coup, la population, malgré le fait qu'ils peuvent construire en terre, font encore l'effort de badigeonner avec du ciment pour qu'on ne le qualifie pas de pauvre.
Et aussi, dans cette zone, il y a une qualité très, très impressionnante. Car malgré le fait qu'ils vivent dans la précarité, ça permet quand même de recevoir, ça reçoit quand même un très grand nombre de populations, à savoir près de 1700 habitants par hectare. Et aussi dans cette zone, c'est mieux, il y a aussi des espaces propres à leur mode de vie. Par exemple, les cours, des zones pour des activités telles que les tontines et bien d'autres. Et de l'autre côté, donc, l'État, pour pouvoir essayer de résoudre ce problème, donc, propose des logements avec l'aide des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, la Banque européenne du développement et plein d'autres. Mais ces architectures, malheureusement, ne s'intègrent pas dans le contexte. Non seulement ces architectures sont tellement chères, parce que pour avoir un logement, il faut être un fonctionnaire peut-être de deuxième rang. Or, c'est dans un pays où l'État embauche moins de 10% de sa population. 80% de la population fait dans l'informel. Donc, ils se battent aussi pour pouvoir avoir un toit pour eux. Ce qui fait que les logements qui étaient faits pour des personnes à faible revenu deviennent donc pour des personnes très riches. Et là, il y a des qualités d'architecture vraiment aussi qui ne s'intègrent pas dans le contexte bioclimatique. Tolbach, ciment et avec des espaces un peu répétitifs, avec des bâtiments qui se répètent, où on fait un bâtiment et après on duplique sur le terrain sans aucune analyse. Et après avoir fait toutes ces analyses, donc, j'ai mis sur pied un concept qui tient en compte le climat. Le vent, je travaille avec le vent. Donc, je positionne mes bâtiments en fonction du vent. Là aussi, je récupère, je tire profit de la noula qui passe au milieu du terrain. Et là aussi, je travaille en tenant compte de l'hiérarchisation des espaces en fonction de ces endroits. Je travaille aussi avec le soleil et plein d'autres. Là aussi, pour pouvoir régler le problème des déchets, chaque plateforme, étant donné qu'on a un terrain en pente, sur chaque plateforme, il y a une zone liée au traitement des déchets. Je travaille avec les patios, qui est non seulement un lieu de récréation, un lieu de rassemblement, mais aussi un lieu destiné à produire du microclimat dans le but de refroidir les bâtiments. Aussi, je travaille avec les rues vraiment très, 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 très serrées, avec une densification qui est la médiane entre la zone précaire et la zone moderne, qui est dans les 1400 habitants par mètre carré. Non, par hectare, autant pour moi. Et là, ça m'a donc poussé aussi à réaliser une coupe de principe, une coupe qui explique le principe du fonctionnement de mon concept. Avec là le système, avec là une méthode de traitement des eaux. Là, on récupère les eaux de pluie, on met dans un réservoir, on refiltre et on réinjecte dans le bâtiment pour le but non potable. Avec aussi un système de ventilation, car il faut remarquer que Douala est situé d'après la carte de classification climatique de Coppens. Douala est dans une zone où il pleut, mais il fait excessivement chaud. Étant donné que c'est un bâtiment écologique, comment donc gérer ce problème de chaleur? Là, donc, je me suis inspiré d'un système antique appelé le bargui. Là, c'est un système qui permet de refroidir, en fait, de faire sortir de l'air vicié par le phénomène de convection, tout en appelant de l'air froid vers la partie inférieure. Et aussi des cours pour pouvoir permettre à ce que les activités puissent bien se passer. Et aussi avec un rez-de-chaussée bien ouvert, parce que l'un des problèmes de la densification, c'est aussi cette histoire d'insalubrité. Raison pour laquelle tout le rez-de-chaussée sur la direction du vent a été ouvert pour non seulement permettre à passer de l'air, mais aussi pour permettre à ce qu'il y ait des activités telles que les ventes en sauvette et bien d'autres. Aussi avec la défense électrique, utiliser aussi les plaques photovoltaïques pour pouvoir produire de l'électricité. Avec là,
il faut aussi remarquer que Douala, c'est une zone où il y a une cohabitation de presque 45 groupes ethniques. Étant donné qu'on ne peut pas faire un style de logement et proposer à la population comme se faisait dans l'architecture moderne, donc j'ai donc pensé à des espaces, en fait, à une architecture évolutive et réversible, avec juste cette zone, toute cette zone qui reste fixe, où il y a la ventilation, les salles humides, et tous les autres, de part et d'autre, peuvent se voir changer au gré de l'évolution et au gré de la personne qui doit utiliser. Et avec cette zone, un espace un peu partagé, parce que aussi, c'est une population, parce qu'aussi, ils vivent aussi tellement en communauté, et là, il y a souvent des réunions et autres. Si par exemple, quelqu'un doit recevoir la réunion et qu'il n'y a pas de place, il peut recevoir dans cette salle qui appartient à tout l'étage. Aussi avec la cour, comme je disais tantôt, l'un des rôles de la cour, c'est aussi de favoriser les espaces, les activités communautaires telles que les petites fêtes, le marché et bien d'autres. Et aussi avec la partie supérieure, étant donné que l'air entre vers la zone libre et ressort par cette partie, la partie supérieure peut aussi servir de sécher le linge parce que c'est l'air chaud qui remonte. Et non, ce n'est pas la dernière. Il en restait une, c'est ça? Yes, c'est une, ouais. Non, avant. Et à la fin, on en arrive là parce que, comme je disais, parce que le but aussi était de montrer à la population qu'avec la terre et le bois, on peut faire plus. Parce que pour eux, construire avec la terre, c'est un matériau de la pauvreté. Bien qu'ils parviennent souvent à construire avec de la terre, ils badigeonnent avec du ciment pour donner l'impression. Là, en fait, le but de cette perspective, en fait, était de leur montrer qu'avec de la terre et le bois, en associant ces deux matériaux, on peut aussi construire plus sophistiqué que le béton et l'acier. Donc, c'était un peu ça l'objectif. Et avec ça, plein de détails techniques et aussi plein d'autres expérimentations sur le matériau que j'ai eu à effectuer, mais je n'ai pas montré parce que ce n'était pas l'objectif. Bravo. Merci beaucoup.